Chapitre 1. Façade parfaite. Raymond Sanders, debout dans son bureau, examinait les plans architecturaux de son dernier projet, un complexe hôtelier de luxe aux Bahamas. À 42 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, passant du statut de gamin bagarreur des quartiers difficiles de Détroit à celui de l'un des magnats de la construction les plus prospères de la côte est. Son entreprise, Sanders & Associates, était spécialisée dans les projets résidentiels et commerciaux haut de gamme. L'ironie du sort ne lui échappait pas. Un homme qui gagnait sa vie en construisant des structures allait bientôt voir son propre monde s'écrouler. « Papa, regarde ce que j'ai fait. » Emma Sanders, 8 ans, entra dans son bureau. Son fauteuil roulant sur mesure franchissait aisément les larges portes que Raymond avait spécialement conçues pour la construction de cette maison 5 ans plus tôt. Elle brandissait un dessin au crayon de leur famille, des bonhommes allumettes de lui, de sa femme Shalia et d'elle-même, avec « la meilleure famille jamais vue », écrit de sa main d'enfant. L'expression de Raymond s'adoucit lorsqu'il s'agenouilla près de sa fille. Emma était née avec le spinobipida, et même si cela signifiait qu'elle ne marcherait jamais, cela n'avait jamais altéré son esprit vif ni son sourire contagieux. Elle était la lumière de sa vie, la raison pour laquelle il avait travaillé si dur pour construire quelque chose de durable. « C'est magnifique, ma chérie », dit-il en l'épinglant sur son tableau d'affichage, à côté de ses récompenses professionnelles. « Où est maman ? » « Elle est encore dans le jardin avec Monsieur Fischer, » dit Emma, puis elle baissa la voix d'un air conspirateur. Il chuchotait de choses et d'autres. Raymond serra légèrement les dents. Oliver Fischer était l'associé de Shalia dans son entreprise de décoration d'intérieur, une entreprise qui semblait nécessiter un nombre incalculable de rendez-vous privés. À 38 ans, Shalia était toujours d'une beauté saisissante, avec ses cheveux auburn et ses yeux verts qu'il avait captivés 15 ans plus tôt, lors de leur rencontre à un gala de charité. Mais ces derniers temps, ses yeux recelaient des secrets. Oliver Fischer était tout ce que Raymond n'était pas. Un homme élégant, cultivé, un vieux riche issu d'une famille du Connecticut. Là où Raymond avait les mains calleuses après des années de travaux de construction avant de pouvoir se permettre d'embaucher. Les mains d'Oliver étaient douces, manucurées, et Raymond parlait franchement et directement. Oliver était tout en charme et sophistication. « Pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu dans ta chambre ?» suggéra Raymond à Emma. « Il faut que je parle à maman. » Tandis qu'Emma s'éloignait en fauteuil roulant, Raymond se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur leur jardin. À travers la vitre, il vit Shalia et Oliver debout l'un près de la roseraie, leur langage corporel intime. Shalia rejeta la tête en arrière, riant à une remarque d'Oliver, puis posa sa main sur sa poitrine. Raymond s'en doutait depuis des mois, mais la confirmation de cette affirmation lui envoya une fureur froide. Il avait grandi en apprenant que la trahison était le pire des péchés. Son propre père avait abandonné leur famille quand les temps étaient durs, laissant Raymond seul pour soutenir sa mère et sa petite sœur. Il avait juré de ne jamais être aussi faible que son père, de ne jamais laisser personne profiter de lui. Mais en voyant sa femme, avec qui il avait passé 13 ans, flirter ouvertement avec un autre homme dans leur propre jardin, Raymond ressentit quelque chose de plus sombre que la colère. Il ressentit la froideur calculatrice qui l'avait aidé à détruire ses concurrents qui tentaient de le saper. Ce soir-là, au dîner, Shalia était inhabituellement animée, parlant d'un nouveau projet fantastique qu'Oliver lui avait proposé. Emma raconta sa journée d'école, et Raymond sourit et hocha la tête, jouant le père et le mari parfait tandis que son esprit réfléchissait aux possibilités. Une fois Emma bordée, Raymond confronta Shalia dans leur chambre. « Il faut qu'on parle d'Oliver, » dit-il doucement. Le visage de Shalia pâlit, puis s'empourpra de défi. « Et lui ? N'insulte pas mon intelligence, Shalia. J'ai vu comment tu le regardes. Comment il te regarde. Tu es ridicule. » s'exclama-t-elle, mais sa voix tremblait. « C'est mon associé. Les associés ne se touchent pas comme je t'ai vu le toucher aujourd'hui. » Le masque de Shalia tomba complètement. « Et s'il le faisait ? Quand m'as-tu touché pour la dernière fois, Raymond ? Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois comme si j'étais plus que la mère d'Emma et ta femme trophée ? N'essaie surtout pas de me prendre pour une inconnue, dit Raymond d'une voix d'un calme mortel. Je t'ai tout donné. Cette maison, ton entreprise, une vie dont la plupart des gens ne font que rêver. Tu m'as donné des choses, rétorqua Shalia. Oliver m'accorde de l'attention. Il me redonne vie. Et Emma ? Et notre fille ? Emma s'en sortira. Les enfants sont résilients.
Le mépris désinvolte du bien-être de leur fille handicapée fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Raymond regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit une étrangère. Quelqu'un d'assez égoïste et cruel pour détruire leur famille pour une aventure avec un beau gosse qui passerait probablement à la prochaine femme au foyer d'ici 1 an. Je veux qu'il parte, dit Raymond. Et quoi que ce soit, ou j'y mets fin pour toi. Shalia writ amirement. Ou quoi? Tu divorces? Bonne chance pour garder Emma si tu le fais. Les tribunaux favorisent les mères, surtout quand le père est un maniaque du contrôle, froid et bourreau de travail. Raymond la fixa un long moment, puis hocha lentement la tête. On verra bien. Alors qu'il quittait la pièce, Shalia l'interpella. Ne me menace pas, Raymond. Je sais des choses sur tes affaires qui pourraient te ruiner. Raymond s'arrêta sur le seuil, un sourire glacial aux lèvres. Shalia, tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, mais tu vas bientôt le découvrir. Chapitre 2, La tempête parfaite. 3 semaines plus tard, Raymond se tenait sur le balcon de leur appartement en attique à Manhattan, une propriété que Shalia avait insisté pour qu'ils achètent pour des escapades de week-end, mais que Raymond soupçonnait maintenant d'être principalement utilisé pour ses affaires. L'appartement était situé au 23e étage, avec une vue spectaculaire sur Central Park. Il avait documenté les déplacements de Shalia, engagé un détective privé et consulté son avocat de longue date, Jonathan Beard, au sujet d'une procédure de divorce. Ce qu'il a découvert était pire qu'un simple adultère. Shalia et Oliver prévoyaient de partir ensemble, emportant Emma et la moitié des biens de Raymond. Le détective privé, un ancien policier du nom de César McCall, avait fourni des photos, des enregistrements et des preuves que Shalia transférait systématiquement de l'argent de leur compte joint vers des fonds offshore. Elle avait également consulté un avocat spécialisé en divorce, connu pour ses batailles acharnées en matière de garde d'enfants. Elle envisage de vous accuser d'être un père indigne. César avait signalé que l'avocat qu'elle consulte est spécialisé dans les affaires impliquant des enfants handicapés. Ils vont argumenter que vos horaires de travail et votre personnalité autoritaire font de vous un piètre choix en matière de garde d'enfants. La trahison a été plus profonde que Raymond ne l'aurait imaginé. Mais ce qui l'a vraiment mis en colère, c'est la volonté de Shalia d'utiliser Emma comme une arme. Leur fille méritait mieux que d'être prise au piège de jeu pour adultes. Ce week-end-là, Oliver les avait rejoints au appartement de Manhattan. Raymond les avait observés grâce à des caméras cachées qu'il avait fait installer, les voyant rire de leurs projets d'avenir. Des projets qui ne l'incluaient pas, mais qui incluaient son argent et sa fille. Le balcon était équipé d'une balustrade en verre que Raymond avait lui-même conçue et dont il avait supervisé l'installation 2 ans auparavant. C'était une pièce maîtresse, élégante, moderne et conçue pour dépasser toutes les normes de sécurité. Mais Raymond savait quelque chose que Shalia ignorait, l'installation avait nécessité un couple de serrage spécifique pour les boulons de fixation. Le vendredi soir, alors que Shalia et Oliver étaient sortis dîner, Raymond apporta des modifications à la balustrade. Pas assez pour la rendre visiblement dangereuse, mais suffisamment pour créer une faiblesse qui pourrait céder dans certaines circonstances. Le samedi matin, l'aube était grise et bruineuse. Emma était ravie d'être dans cette grande maison, comme elle l'appelait, et avait demandé à sortir sur le balcon pour voir le parc. Raymond avait d'abord refusé, prétextant qu'il faisait trop froid, mais Shalia avait passé outre. « Ne sois pas si surprotecteur », avait-elle lancé. « Emma a besoin d'air frais. » Raymond observait depuis le salon Shalia emmener Emma sur le balcon. Le plan était que Shalia s'appuie elle-même contre la balustrade. Raymond s'attendait à ce qu'elle sorte seule prendre son café du matin, comme à son habitude. Il n'avait jamais prévu qu'Emma soit impliquée, mais en regardant par la porte vitrée, il vit Shalia positionner le fauteuil roulant d'Emma près de la balustrade pour mieux voir par-dessus. Emma, enthousiasmée par la vue, tendit la main pour désigner quelque chose dans le parc en contrebas. C'est alors qu'Oliver apparut, enlaçant Shalia par derrière. Sous le poids et le mouvement supplémentaire, Shalia heurta le fauteuil roulant d'Emma, qui heurta la balustrade endommagée. Tout se passa en quelques secondes. La balustrade céda dans un craquement brutal et le fauteuil roulant d'Emma bascula en avant. Shalia se précipita pour l'attraper, mais l'élan était trop fort. Emma et son fauteuil roulant dégringolèrent tous deux. Le rugissement d'angoisse de Raymond était sincère lorsqu'il se précipita sur le balcon. 23 étages plus bas, sa fille gisait, immobile, sur la place en béton.
Chapitre 3. Le cadre. Dans le chaos qui suivit la chute d'Emma, le monde de Raymond s'écroula. Les ambulanciers confirmèrent ce qu'ils savaient déjà au fond de lui. Emma était morte sur le coup. Sa belle et brillante fille avait disparu, et c'était de sa faute. Sa modification de la rambarde, destinée à piéger Shalia, avait tué la seule personne au monde qu'il aimait vraiment. La culpabilité et la rage le tenaillaient, assis dans la salle d'attente de l'hôpital. Shalia, sanglotant dramatiquement dans les bras d'Oliver, à proximité. Elle jouait parfaitement la mère endeuillée, mais Raymond surprit les regards calculateurs qu'elle échangeait avec Oliver alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. L'inspecteur Warren Donagh arriva quelques heures plus tard, un vétéran grisonnant du NIPD, le regard fatigué et l'air pragmatique. Il interrogea les trois adultes séparément, et Raymond vit les soupçons de l'inspecteur grandir à chaque interrogatoire. La rambarde est tombée en panne, dit Raymond à l'inspecteur en toute sincérité. J'ai conçu tout le système de balcon moi-même il y a 2 ans. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Cependant, lorsque Shalia fit sa déposition, elle a dressé un tableau bien différent. Raymond se comporte bizarrement ces derniers temps, a-t-elle confié à l'inspecteur Donagh, les larmes aux yeux. Il était en colère à cause de mon partenariat avec Oliver. Il a proféré des menaces et travaillait sur le balcon récemment. Je l'ai vu dehors avec des outils la semaine dernière. Oliver a corroboré son récit, y ajoutant ses propres fioritures. Raymond semblait obsédé par le système de garde-corps. Il vérifiait constamment les boulons, ajustait les choses. Shalia craignait qu'il ne fasse un geste désespéré. Lundi matin, les images de surveillance de l'immeuble avaient été visionnées, montrant Raymond sur le balcon vendredi soir avec une trousse à outils. L'examen médico-légal de la garde-corps a révélé que les boulons avaient été desserrés délibérément, exactement comme Raymond l'avait fait, dans l'intention de provoquer une panne qui porterait préjudice à Shalia. L'inspecteur Donagh a arrêté Raymond pour homicide par négligence criminelle et mise en danger imprudente. Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, Raymond a regardé Shalia droit dans les yeux. « Je sais ce que vous faites », a-t-il dit doucement. « Et je ne sais pas pourquoi. » La performance de Shalia était digne d'un Oscar, tandis qu'elle s'effondrait de chagrin. « Comment as-tu pu faire ça à notre bébé ?» gémit-elle. « Tu as toujours été irrité par son handicap. Tu n'as jamais voulu d'elle. » Les médias ont immédiatement repris l'histoire. Un riche homme d'affaires arrêté pour avoir tué sa fille handicapée dans un accès de rage suite à la liaison de sa femme. C'était l'or des tabloïds. Le soir, des cartes de reportage étaient alignées devant leur maison du Connecticut. Shalia a donné une interview larmoyante aux informations locales. La main d'Oliver la soutenait. Il avait toujours détesté avoir un enfant handicapé. Elle pleurait. Emma était un tel fardeau pour lui. Il s'efforçait constamment d'éviter d'être à la maison avec elle. Je crois qu'il a fini par craquer. Depuis sa cellule, Raymond regardait l'interview avec une fureur glaciale. Shalia détruisait systématiquement sa réputation en se positionnant comme la mère endeuillée et Oliver comme son ami bienveillant. Elle était même vêtue de noir classique, jouant le rôle de la veuve, bien qu'il ne soit pas divorcé. Son avocat, Jonathan Beard, lui rendit visite le lendemain matin. Jonathan était le plus vieil ami de Raymond, quelqu'un qui le connaissait depuis leur enfance à Détroit. Il était l'une des rares personnes à comprendre la profondeur de l'amour de Raymond pour Emma et l'impossibilité pour lui de lui faire du mal. Les preuves sont minces, dit Jonathan avec honnêteté. Tes empreintes digitales sur les outils, les images de sécurité te montrant en train de travailler sur la balustrade, et maintenant les déclarations de Shalia qui te dépeignent comme un père violent. Le procureur veut ajouter des accusations de meurtre. J'ai modifié la balustrade, admit doucement Raymond. Mais c'était destiné à Shalia, pas à Emma. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ma fille. Jonathan se pencha en avant. Dis-moi tout. Chaque détail sur Shalia, sur Oliver, sur ce que tu as découvert. Si nous voulons nous battre, je dois savoir exactement à quoi nous avons affaire. Raymond passa l'heure suivante à tout exposer. La liaison, la manipulation financière, les plans de garde de Shalia, ses menaces concernant ses transactions commerciales. Jonathan prit des notes, son expression s'assombrissant. Elle prépare ça depuis des mois, réalisa Jonathan. La liaison, les transferts d'argent, les consultations avec des avocats spécialisés en divorce. Ray,
Et si la mort d'Emma n'était pas un accident? Que veux-tu dire? Reflexis Y. Celia sabait que tu habéis modifié la rambarde. Elle mentionne même t'avoir vu travailler dessus. Et si elle avait délibérément mis Emma en danger? Sachant que la rambarde céderait, elle se débarrasse de la fille qu'elle considérait comme un fardeau, te fait accuser de meurtre et hérite de tout. Cette possibilité frappa Raymond comme un coup dur. Chalia serait-elle aussi calculatrice, aussi maléfique? Je vais tout arranger, promit Jonathan d'un ton sombre. Mais il faut être intelligent. Chalia pense avoir gagné, mais elle a commis une erreur cruciale. Laquelle? Jonathan Surratt Freudment. Elle a sous-estimé à quel point on peut être impitoyable quand on menace sa famille. Et Emma était ta famille. Elle va payer pour ce qu'elle a fait à notre petite fille. Alors que Jonathan partait, Raymond était assis dans sa cellule et sentit quelque chose se cristalliser en lui. Le chagrin était toujours là, serait toujours là, mais il se transformait en quelque chose de plus dur et de plus précis. Chalia avait tué leur fille et essayait. Pour le détruire. Elle avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Raymond Sanders avait appris depuis longtemps que dans le bâtiment, lorsqu'une structure était endommagée, on ne se contentait pas de la rafistoler, on la démolissait complètement et on construisait quelque chose de plus solide à la place. Il était temps de démolir le plan parfait de Chalia et de bâtir sa vengeance à partir de zéro. Chapitre 4. Secrets and Fooey. Jonathan Beard était l'ami de Raymond depuis plus de 30 ans, mais il pratiquait le droit pénal depuis 25 ans. Il savait que les affaires émotionnelles exigeaient une enquête froide et méthodique, et la mort d'Emma Sanders était tout simplement émotionnelle. Pendant que Raymond était en prison en attendant son procès, Jonathan a constitué une équipe. Il a engagé son propre détective privé, Anthony Richmond, un ancien agent du FBI spécialisé dans les crimes financiers et réputé pour découvrir le genre de secrets que les gens tuaient pour protéger. J'ai besoin de tout sur Chalia Sanders et Oliver Fizet, a dit Jonathan à Anthony lors de leur première rencontre. Relevés bancaires, relevés téléphoniques, relevés de voyage, dossiers médicaux, tout. Et j'ai besoin de connaître la chronologie de leur relation. Quand a-t-elle vraiment commencé? L'enquête d'Anony a commencé par l'évidence, retrouver l'argent que Chalia avait transféré. Mais ce qu'il a découvert était plus sophistiqué qu'un simple détournement de fonds. Chalia travaillait avec Oliver depuis plus de 2 ans, utilisant son entreprise de décoration d'intérieur comme façade pour blanchir de l'argent. Le parcours d'Oliver Fisher a révélé qu'il n'était pas seulement un vieux de la vieille du Connecticut. La fortune de sa famille provenait d'un fonds fiduciaire créé par son grand-père, un homme qui avait fait fortune pendant la prohibition en exportant de l'alcool depuis le Canada. La famille était devenue légale des décennies auparavant, mais Oliver avait progressivement vidé le fonds fiduciaire par de mauvais investissements et des dépenses excessives. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Anthony a fait son rapport à Jonathan une semaine plus tard. Oliver était endetté auprès de personnes très dangereuses. Le genre de personnes qui ne saisissent pas votre voiture quand vous ne pouvez pas payer. Combien? 3 millions plus les intérêts. Il a emprunté à un requin solitaire du nom de Jem Decker, lié au crime organisé. Les paiements étaient dus il y a 6 mois. Jonathan s'est adossé à son fauteuil, les pièces du puzzle s'emboîtant. Oliver avait donc besoin d'argent et rapidement. Chalia Sanders, mariée à un riche magnate du bâtiment, entre en scène. Ça va mieux, continua Anthony. J'ai suivi les déplacements d'Oliver au cours de l'année écoulée. Il s'est rendu au île Caïman 4 fois, toujours peu de temps après que Chalia ait effectué d'importants virements depuis les comptes Sanders. Ils ont systématiquement transféré l'argent de Raymond à l'étranger, mais c'est la découverte suivante d'Anony qui a tout changé. Jonathan, je veux que tu vois ça. Anthony a étalé des dossiers médicaux sur le bureau. J'ai sorti les dossiers médicaux de Chalia des 5 dernières années. Regarde ça. Les dossiers faisaient état de multiples consultations chez un psychiatre, le docteur Réginald Ali, au cours des 18 derniers mois. Les notes obtenues grâce à un mandat judiciaire que Jonathan avait réussi à obtenir dressaient un tableau inquiétant. Chalia avait reçu un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique avec tendance antisociale. Les notes du docteur Ali la décrivaient comme faisant preuve d'un manque d'empathie inquiétant pour sa fille handicapée et exprimant du ressentiment face au fardeau de la prise en charge. Plus accablant encore était une note de séance datant de 3 mois avant le décès d'Emma. La patiente exprimait des fantasmes de libération des obligations familiales. Interrogée sur sa fille,
La patiente a déclaré que certaines personnes ne sont pas faites pour vivre. Elle a recommandé une thérapie familiale immédiate, mais la patiente a refusé. Mon Dieu, a expliqué Jonathan. Elle préparait ça depuis des mois. Il y a plus, a dit Anthony d'un ton sombre. J'ai aussi trouvé le dossier médical d'Emma. Saviez-vous que Shalia avait manqué ses rendez-vous de kinésithérapie? L'état de l'enfant se détériorait faute de soins appropriés. Jonathan se sentait malade. Emma souffrait, et Shalia la négligeait délibérément, la rendant encore plus vulnérable. Mais la dernière découverte d'Anthony était la preuve irréfutable dont ils avaient besoin. J'ai accédé au système de sécurité de l'immeuble de Manhattan, a expliqué Anthony. L'immeuble est équipé de caméras internes dans les couloirs et les ascenseurs. Regardez ces images de la nuit précédant la mort d'Emma. La vidéo de sécurité montre Oliver arrivant à l'immeuble à 23h47 vendredi soir. Mais surtout, il était parti à 2h15, puis revenu à 6h30 le samedi matin, moins de 2 heures avant la chute d'Emma. Il était là quand Raymond avait modifié la rambarde. Jonathan s'en était rendu compte, mais il était parti et était revenu. Quoi? Anthony eut un sourire sombre, car il devait apporter ses propres modifications. J'ai fait examiner les restes de la rambarde par un ingénieur en structure. Les boulons n'étaient pas simplement desserrés. Ils avaient été volontairement affaiblis selon un schéma précis qui aurait provoqué une rupture catastrophique sous une contrainte minimale, mais Raymond a admis les avoir desserrés. Raymond les avait desserrés pour provoquer une rupture si un adulte s'y appuyait. Oliver les avait remodifiés pour garantir une rupture avec beaucoup moins de pression, comme le poids d'un enfant en fauteuil roulant. L'implication était stupéfiante. Oliver avait transformé le sabotage de Raymond en quelque chose de bien plus mortel, s'assurant qu'Emma serait la victime plutôt que Shalia. Ils avaient utilisé la culpabilité de Raymond contre lui, dit Jonathan, la compréhension le submergeant. Il savait qu'il se blâmerait et ne contesterait pas efficacement les accusations. Au cours des 2 semaines suivantes, Anthony découvrit toute l'ampleur du plan de Shalia et Oliver. Il préparait la mort d'Emma depuis des mois, attendant la bonne occasion. La modification de la balustrade par Raymond avait été la couverture parfaite. Il pouvait le blâmer tout en se positionnant comme des survivants endeuillés. Les polices d'assurance étaient la pièce maîtresse. Shalia avait augmenté la police d'assurance vie d'Emma à 2 millions de dollars 6 mois plus tôt, prétextant que c'était nécessaire pour ses besoins médicaux. Avec l'argent déjà volé et l'héritage que Shalia recevrait en tant que veuve de Raymond après sa condamnation, ils auraient de quoi rembourser les dettes d'Oliver et commencer une nouvelle vie. Mais Jonathan avait une dernière carte à jouer. Il enquêtait discrètement, montant un dossier solide, mais il avait besoin que Shalia et Oliver se révèlent. Il avait besoin qu'ils commettent une erreur. Anthony, je veux que tu divulgues quelque chose aux médias, ordonna Jonathan. Faites-leur savoir que de nouveaux éléments sont apparus qui pourraient disculper Raymond. Ne soyez pas précis, laissez simplement entendre que l'enquête soulève des questions. Vous voulez les débusquer? Je veux qu'ils paniquent. Les gens paniqués font des erreurs, et quand elles le feront, nous surveillerons. Chapitre 5. Les sources du piège. L'affaire divulguée a fait la une des journaux télévisés du soir 3 jours plus tard. Une source proche de l'enquête avait suggéré que de nouveaux éléments pourraient incriminer Raymond Sanders dans la mort de sa fille. Le rapport était vague, mais mentionnait des incohérences dans les déclarations des témoins et d'autres théories possibles. Jonathan a regardé les informations depuis son bureau, puis s'est immédiatement rendu à la prison pour voir Raymond. « Que manigancez-vous, Jonathan ?» a demandé Raymond dès que son avocat s'est assis. « Je tends un piège et j'ai besoin que vous jouiez votre rôle à la perfection. » Jonathan a expliqué ce qu'ils avaient découvert sur le plan de Shalia et Oliver, les délits financiers, les dossiers médicaux, et surtout, les preuves qu'Oliver avait refait la grille pour assurer la mort d'Emma. La réaction de Raymond a été explosive. Il frappa la table du poing si fort qu'elle craqua. Son visage se tordit de rage. Ils l'ont tué. Ils ont vraiment tué Emma et m'en ont tenu responsable. Ray, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, dit Jonathan d'un ton pressant. Nous avons des preuves, mais il nous en faut plus. Il faut qu'ils avouent ou au moins disent quelque chose qui prouve leur culpabilité. Je vais organiser un appel téléphonique avec Shalia. Les appels sont enregistrés, mais elle ne sait pas encore que nous avons des preuves extérieures. Que veux-tu que je dise? Rien de direct. Laisse-la juste croire que tu es brisé,
que tu es prêt à tout avouer. Laisse-la jubiler. Donne-lui assez de cordes pour se pendre. 2 jours plus tard, Jonathan s'arrangea pour que Raymond appelle Chalia depuis la prison. Il l'avait convaincu que c'était nécessaire pour tourner la page et que Raymond voulait s'excuser. L'appel était enregistré et Anthony avait placé une caméra de surveillance devant la maison du Connecticut où Chalia et Oliver vivaient désormais ouvertement ensemble. Chalia, dit Raymond lorsqu'elle répondit, sa voix soigneusement modelée pour paraître vaincue. J'ai besoin de te parler, Raymond. Sa voix était froide. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Je sais ce que j'ai fait, continua Raymond. Je sais que j'ai tué Emma. Je ne peux plus vivre avec ça. Il y eut un silence. Puis la voix de Chalia devint calculatrice. La police dit que tu prévois de changer ta plaque d'immatriculation en coupable. Yedevrai. Je mérite ce qui m'arrive. Mais Chalia, j'ai besoin de savoir quelque chose. Le savais-tu? Quand tu as placé Emma près de la rampe ce matin-là, savais-tu que ça allait échouer? La question resta en suspens un long moment. Quand Chalia parla enfin, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une pointe de satisfaction. Elle ne pouvait pas vraiment se cacher. Comment aurais-je pu savoir? C'est toi qui as tout saboté. Mais tu m'as vu travailler dessus ce vendredi soir. Tu en as parlé à la police. Je t'ai vu avec des outils. Oui. Je n'avais aucune idée de ce que tu préparais. Raymond insista plus fort, suivant le script de Jonathan. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu as positionné son fauteuil roulant juste contre la rampe. Presque comme si tu le voulais. Arit, s'exclama Chalia. N'essaie surtout pas de me blâmer pour tes actes. Emma est morte à cause de toi. Parce que tu n'as pas supporté d'avoir un enfant anormal. Le mot « anormal » envoya la rage couler dans les veines de Raymond, mais il s'efforçait de rester dans son personnage. Tu as raison. J'ai été un père épouvantable. Emma méritait mieux. Elle méritait mieux. Chalia acquiesca. Et maintenant, il y avait une certaine satisfaction dans sa voix. Elle méritait un père qui l'aime au lieu de la considérer comme un fardeau. Elle méritait une vie sans douleur. Sans douleur. As-tu une idée de ce que c'était, Raymond? La regarder lutter chaque jour, sachant qu'elle n'aurait jamais une vie normale. Ne jamais marcher, ne jamais courir, ne jamais vivre ce que vivent les autres enfants. Peut-être était-ce une grâce. La main de Raymond se serra. Sur le téléphone. Même en jouant un rôle, il avait du mal à contenir sa fureur d'entendre parler de sa fille adorée avec tant d'indifférence. Parfois, je me dis qu'elle est mieux maintenant, poursuivit Chalia, sa voix prenant une tournure presque rêveuse. Libérée de toute cette souffrance, libérée d'être un fardeau pour tous ceux qui l'entouraient. En arrière-plan, Raymond entendait la voix d'Oliver. Chalia, tu ne devrais peut-être pas. C'est bon, dit Chalia, semblant couvrir brièvement le téléphone. Quand sa voix revint, elle était plus aiguë. Le fait est, Raymond, que tu as fait ça. Tu as tué notre fille et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Et nous? Demanda Raymond. Et notre mariage? Chalia ut unrire glacial. Notre mariage a pris fin au moment où j'ai réalisé quel genre d'homme tu étais vraiment. Oliver a été un meilleur mari pour moi en 6 mois que tu ne l'as été en 13 ans. Oliver est un homme bien, dit Raymond, nourrissant son ego. Emma l'appréciait. Emma était trop jeune pour comprendre. Mais oui, Oliver aurait été un merveilleux beau-père. Il comprenait que certains enfants méritent une attention particulière. L'expression « attention particulière » glaça le sang de Raymond. Sur la vidéo de surveillance, Anthony surveillait. Il pouvait voir Oliver essayer frénétiquement de faire raccrocher Chalia, mais elle était trop absorbée par son moment de triomphe. « Je devrais y aller, » dit finalement Raymond. « Merci de m'avoir parlé, Chalia. Je sais maintenant que tout s'est déroulé comme prévu. » Oui, acquiesça Chalia d'une voix douce de satisfaction. Parfois, le destin s'occupe des problèmes que nous ne pouvons résoudre seuls. Une fois l'appel terminé, Raymond s'assit dans sa cellule, tout son corps tremblait de rage. Mais lorsque Jonathan lui rendit visite 1 heure plus tard, il était étrangement calme. « As-tu eu ce qu'il te fallait ?» demanda Raymond. « Plus que ce dont nous avions besoin, » répondit Jonathan d'un ton sombre. « Mais Ray, il y a autre chose. Anony surveille leur communication depuis que l'affaire a éclaté. Ils prévoient de quitter le pays demain soir. Ils ont réservé des vols pour les îles Caïmans,
puis une correspondance vers un pays sans traité d'extradition. Ils vont disparaître avec ton argent et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Raymond resta silencieux un long moment, puis leva vers son avocat des yeux divers. Non, ils ne le sont pas. Que veux-tu dire, Jonathan? J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions sur les détails. Chapitre 6. Le jugement commence. À 3 heures du matin, Chalia et Oliver devaient fuir le pays. Raymond Sanders est sorti de prison libre. Jonathan avait travaillé toute la nuit avec un juge compréhensif, présentant l'appel enregistré et la surveillance. Les preuves et les documents financiers prouvant la conspiration de Chalia et Oliver. Le juge avait immédiatement émis des mandats d'arrêt contre les 2 conspirateurs et libéré Raymond de son plein gré, en attendant l'abandon des charges. Mais Raymond n'avait aucune intention d'attendre que la justice se mette lentement en branle. Anthony Richemont attendait devant la prison avec un SUV noir et un air sombre. Ils sont à la maison en train de faire leurs bagages, rapporta-t-il. Le vol décolle à 6 heures, vous les avez surveillés toute la nuit? Chaque mouvement. Ils se croient libres. Chalia a fêté ça avec du champagne. Raymond grimpa sur le siège passager, la mâchoire serrée comme du granit. Des nouvelles de César? Il est en poste avec les autres. Tout est prêt. Raymond avait bien profité de son incarcération, utilisant son unique appel téléphonique quotidien pour contacter d'anciens associés de l'époque où il travaillait dans le bâtiment. Des hommes qui avaient travaillé dans les quartiers difficiles de Détroit avant de le suivre vers le succès. Des hommes qui comprenaient que certaines dettes ne pouvaient être payées que par le sang. César McCall avait réuni une équipe de 5 autres personnes. Tous d'anciens ouvriers du bâtiment devenu. Ils avaient réussi, mais ils se souvenaient encore du code de la rue. La loyauté avant tout, et une punition rapide en cas de trahison. Et l'argent? demanda Raymond. Tout était tracé et gelé. Il s'est avéré qu'ils utilisaient 3 banques différentes aux Caïmans. Le FBI est déjà en coordination avec les autorités internationales. Ils n'enverront pas un centime. Alors qu'il roulait dans l'obscurité précédant l'aube en direction de la maison du Connecticut, Raymond sentit une froide satisfaction l'envahir. Chalia et Oliver avaient tué sa fille et tenté de détruire sa vie. Ils n'avaient montré aucune pitié, aucun remords, aucune humanité. Ils leur rendraient l'appareil. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la chambre principale où Chalia et Oliver étaient probablement en train de faire leurs bagages. Raymond utilisa sa clé pour entrer silencieusement par la porte de derrière. Anthony et 2 hommes de César le suivaient. Ils se déplaçaient dans la maison comme des fantômes. La connaissance intime de Raymond de chaque pièce et de chaque plancher leur permettait d'éviter les craquements. Lorsqu'ils atteignirent l'escalier, Raymond entendit la voix de Chalia descendre d'en haut. « Je n'arrive pas à croire que ça a marché », disait-elle. Son ton était chargé d'excitation. Raymond pense vraiment que tout est de sa faute. Le pauvre petit meurtrier qui croupit en prison pendant que nous sommes sur le point de devenir des expatriés très riches. La voix d'Oliver était plus prudente. Je pense toujours que nous avons agi trop vite. Et si quelqu'un découvrait ce qui s'est réellement passé? Comment l'aurait-il pu? Raymond avoua avoir trafiqué la rampe. L'argent de l'assurance sera transféré sur le compte des îles Caïmans dès que le certificat de décès sera établi. Et comme Raymond est reconnu coupable de meurtre, j'hérite de tout automatiquement. Et Emma? Tu ne ressens rien pourquoi? La voix de Chalia devint sèche. D'être libéré d'un fardeau qui allait épuiser nos ressources pour le reste de sa vie. Oliver, cet enfant n'aurait jamais eu une vie normale. Elle aurait été dépendante de nous pour toujours, nous vidant de notre argent, de notre liberté, de notre avenir. Comme ça, elle est en paix et nous pouvons vivre. Raymond atteignit le haut des escaliers tandis que Chalia poursuivait sa diatribe insensible. De toute façon, Raymond ne l'avait jamais vraiment aimé. Il travaillait tout le temps, tout le temps. Trouver des excuses pour éviter de passer du temps avec sa fille spéciale. Je lui ai vraiment fait une faveur. Maintenant, il n'a plus à faire semblant d'être un père attentionné. C'était suffisant. Raymond est entré dans la porte de la chambre principale, sa présence attirant immédiatement l'attention. Chalia et Oliver se sont figés, leur visage devenant blanc avec un choc. « Bonjour chérie », dit doucement Raymond. « Surpris de me voir. » La bouche de Chalia s'ouvrit et s'est fermée sans bruit tandis qu'Oliver faisait un pas en arrière vers la fenêtre.
J'ai entendu la conversation la plus intéressante en ce moment, a poursuivi Raymond, sa voix mortelle calme. Quelque chose à propos d'Emma étant un fardeau, à propos de sa meilleure mort, de me faire une faveur. Raymond. Shalia a finalement réussi à parler, sa voix tremblant. Comment avez-vous été censé être en prison? J'étais jusqu'à ce que votre confession enregistrée atteigne les oreilles droites. Il s'avère que les juges n'aiment pas quand les gens assassinent des enfants et encadrent des parents innocents. Oliver a fait un mouvement soudain vers la table de chevet, mais Anthony est apparu dans la porte derrière Raymond, sa main à l'intérieur de sa veste. Je n'est-ce pas? Anthony a dit légèrement. Vous avez tué ma fille, a dit Raymond, chaque mot précisément énoncé. Vous l'avez planifié, vous l'avez exécuté, puis vous avez essayé de me détruire. Vous pensiez vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? Nous pouvons expliquer, Oliver a commencé, mais vous avez d'abord compris quelque chose de très important. En étant plus intelligent, plus difficile et plus délicat que tout le monde autour de moi. J'ai trouvé son chemin bloqué par César McCall, dont le visage marqué et l'imposition de vrac ont clairement indiqué que l'évasion n'était pas une option. Raymond a annoncé. Vous serez arrêté, essayé et condamné. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Mais avant que cela ne se produise, vous allez découvrir exactement ce que Emma a ressenti dans ces derniers instants. Qu'est-ce que tu veux dire? Est venu à la lumière. Jury, Dea Best a commencé sa déclaration d'ouverture. Fisher a conspiré pour tuer Emma Sanders, 8 ans et encadré son père pour le crime. Dans les chaises de l'accusé, Shalia et Oliver se sont assis avec leurs avocats séparés. Shalia avait embauché le cabinet d'avocats de Reginald Daly, sans relation avec son psychiatre, tandis qu'Oliver était représenté par un défenseur public après que l'argent de sa famille ait été gelé par les autorités fédérales. Le cas de l'accusation était méthodique et dévastateur. Anthony Richmond a témoigné sur l'enquête financière, montrant comment Shalia et Oliver avaient systématiquement pillé les comptes de Raymond. L'ingénieur en structure a expliqué comment la balustrade avait été modifiée 2 fois, une fois par Raymond pour créer une défaillance potentielle sous le poids des adultes et encore par Oliver pour s'assurer qu'elle échouerait catastrophiquement sous une pression minimale. Mais c'est le témoignage du docteur Reginald Daly qui a vraiment choqué la salle d'audience. À mon avis professionnel, le psychiatre a déclaré que Madame Sanders avait montré des signes clairs de troubles de la personnalité narcissique avec des caractéristiques antisociales. Elle a démontré un manque d'empathie inquiétant pour sa fille handicapée et a exprimé ce que j'ai documenté comme éliminatoire des fantasmes concernant les membres de la famille qu'elle considérait comme des charges. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par des fantasmes éliminants? D'a mieux demandé. Elle a fantasmé pour être libre des exigences de soins de sa fille. Lorsque j'ai suggéré que ces réflexions étaient préoccupantes et recommandées par la thérapie familiale, elle est devenue hostile et a finalement cessé d'assister aux séances. La conversation téléphonique enregistrée a été jouée pour le jury. Les propres paroles de Shalia la condamnant alors qu'elle parlait calleuse de la mort d'Emma étant une miséricorde et le destin en prenant soin de problèmes que nous ne pouvons pas nous résoudre. Raymond a témoigné le 3e jour, son comportement composé cachant la rage qui brûlait encore en lui. Il a admis avoir modifié la balustrade, mais a expliqué que son intention était de blesser Shalia, pas Emma. J'ai découvert l'affaire de ma femme et ses plans de me quitter, prenant Emma et la moitié de mes actifs, a-t-il déclaré. J'étais en colère et blessé, et j'ai pris une décision terrible de saboter la balustrade, espérant effrayer ou nuire à ma femme. Mais je n'ai jamais eu l'intention de blesser Emma. Elle était la lumière de ma vie. En contre-interrogatoire, l'avocat de Shalia a tenté de peindre Raymond en tant que père abusif. Mais les témoins du caractère de l'accusation, les professeurs, les médecins et les thérapeutes d'Emma, ont tous témoigné de la dévotion de Raymond à sa fille. Monsieur Sanders a assisté à chaque rendez-vous médical, a témoigné le physiothérapeute d'Emma, Candace Holdan. Il posait toujours des questions sur la façon d'aider Emma à la maison. Certains pères d'enfants handicapés se sont éloignés, mais Monsieur Sanders était complètement dédié aux soins et au bonheur de sa fille. Le cas de la défense s'est effondré quand Oliver a pris position dans sa propre défense. Sous le contre-interrogatoire implacable de Dea Best, il est tombé en panne et a admis avoir remodelé la balustrade. Je ne voulais pas que Emma meure, sanglota-t-il. Mais Shalia a dit que c'était le seul moyen. Elle a dit qu'Emma n'aurait jamais une vie normale, qu'elle souffrait. Shalia m'a convaincu que nous faisions la bonne chose. La bonne chose. La voix de Dea Best était incrédule.
Vous dites que tuer un enfant de 8 ans était la bonne chose. Shalia dit, elle a dit que Raymond irait en prison et que nous utiliserions son argent pour aider d'autres enfants handicapés. Elle a donné l'impression que nous étions miséricordieux. Les visages du jury ont montré exactement ce qu'ils pensaient de cette explication. L'avocat de Shalia a tenté de soutenir qu'elle était malade mentale et non responsable de ses actions, mais le témoignage retourné du docteur Ali a détruit que la défense. Bien que Madame Sanders ait des troubles de la personnalité. L'égoïsme et la cupide. Regard de la satisfaction avant de commencer sa performance de chagrin. Demanda Kathleen Chase alors que la salle d'audience emballée retenait son souffle. Nous avons, votre honneur, a répondu le contremaître du jury, un homme d'âge moyen dont l'expression sombre ne donnait aucune trace de miséricorde. Sur l'accusation de meurtre au premier degré contre Emma Sanders, comment trouvez-vous la défendresse Shalia Sanders coupable? Le sang-froid de Shalia s'est finalement complètement craqué. Elle a commencé à sangloter hystériquement, son avocat a du mal à la calmer. Alors que le juge continuait, sur l'accusation de complot pour commettre un meurtre. Comment trouvez-vous le défendeur Oliver Fizet? Coupable pour les accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Coupable sur tous les chefs. Raymond a ressenti une satisfaction froide alors qu'il regardait la ventilation complète de sa femme. La justice pour Emma était enfin signifiée. Le juge Chase a établi une condamnation pour la semaine suivante, mais tout le monde dans la salle d'audience savait ce qui allait arriver. L'État cherchait la vie sans parole pour les deux accusés. Des combinaisons civiles supplémentaires. La mort d'Emma, son masque a glissé un instant. Ma fille a été assassinée par 2 personnes qui l'ont vue comme rien de plus qu'un inconvénient, a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion supprimée. Ils l'ont tuée pour de l'argent et ont essayé de me détruire dans le processus. Le verdict d'aujourd'hui ne ramène pas Emma, mais cela garantit que ces tueurs ne blesseront jamais un autre enfant. Leur pardonnez-vous? Un autre journaliste a appelé. L'expression de Raymond s'est endurcie. Non, je ne leur pardonnerai jamais. Certains actes sont impardonnables, et le meurtre d'un enfant innocent en fait partie. Ce soir-là, Raymond est retourné dans sa maison du Connecticut pour la première fois depuis des mois. La maison était énorme et vide sans que le rire d'Emma résonne dans les couloirs. Il s'est retrouvé dans sa chambre, assis sur la chaise où il avait l'habitude de lire ses histoires au coucher. Sur son bureau se trouvait le dessin qu'elle avait fait la veille de sa mort. La famille stick figure avec la meilleure famille jamais écrite en haut. Raymond le ramassa, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolé, petite fille, » murmura-t-il. « Je suis désolé, je ne pouvais pas vous protéger des monstres. Mais ils ne feront jamais de mal à personne d'autre maintenant. » Son téléphone a sonné, interrompant son chagrin. C'était Jonathan. « Ray, tu dois savoir quelque chose. Je viens de faire parler de mon contact au bureau du DA en échange d'une phrase réduite. » Manque? Sa voix mortelle calme. « Je veux tout savoir sur son premier mariage, sur la mort de cet enfant, à propos de chaque personne qu'elle a jamais fait du mal. » Ri, la police va gérer cela maintenant qu'Oliver parle. Je me fiche de la police. Je veux savoir par moi-même. Et Jonathan, oui, je veux que vous trouviez le père de ce premier enfant. Je pense que lui et moi devons avoir une conversation. Chapitre 9. Pas de pardon. Rerker le juge de noyade de 7 ans. Un mal calculé. Par conséquent, vous n'en recevrez aucun de cette cour. Elle se tourna d'abord vers Shalia. Shalia Sanders, vous êtes condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle sur l'accusation de meurtre. En complot et en fraude, vous êtes condamné à 25 ans supplémentaires pour fonctionner consécutivement. Vous mourrez en prison. Les genoux de Shalia se sont bouclés et elle a dû être soutenue par son avocat. Oliver Fizet, bien que votre coopération avec les autorités enquêtant sur d'autres crimes montre une petite reconnaissance des actes répréhensibles, cela ne diminue pas votre responsabilité pour la mort d'Emma Sanders. Vous êtes condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avec 15 ans supplémentaires sur les accusations de complot. Comme les accusés étaient emmenés pour la dernière fois, Raymond a ressenti un sentiment d'achèvement. La justice avait été rendue, mais son travail n'était pas terminé. 3 jours plus tard, Raymond a rencontré Marcus Webb, le père du premier beau-fils de Shalia, Tommy. Marcus était un homme brisé, un veuf qui avait perdu à la fois sa femme à cause du cancer et son fils à ce qu'il croyait être un accident tragique.
Ils se sont rencontrés dans un restaurant calme de Los Angeles. Deux pères unis par leur perte et leur haine pour la femme qui avait détruit leur famille. J'aurais dû le voir, a déclaré Marcus, sa voix lourde de culpabilité. Tommy était un si bon nageur. Il avait pris des leçons depuis qu'il a 4 ans. Mais Shalia a dit qu'il devait avoir une crampe qu'elle a essayé de le sauver mais ne pouvait pas le joindre à temps. C'est un maître manipulateur. Raymond a répondu. Elle m'a trompé pendant 13 ans. Tuant parce que Tommy agit et lui a donné des ennuis. Au cours des mois suivants, Raymond a utilisé sa richesse et ses connexions pour garantir que le cas de Shalia a reçu une attention maximale. Il a embauché des enquêteurs supplémentaires pour découvrir chaque détail de la mort de Tommy, financer des groupes de défense des victimes et a travaillé sans relâche pour s'assurer que Tommy Webb recevrait la justice comme Emma. Les preuves qui ont émergé étaient accablantes. Des images de surveillance de la caméra de sécurité d'un voisin ont montré que Shalia tenant Tommy sous l'eau pendant près de 2 minutes avant d'appeler de l'aide. Le témoignage d'Oliver, combiné à des preuves médico-légales de l'organisme exhumé, a entraîné des accusations de meurtre en Californie. Shalia a été extradé pour être jugé pour le meurtre de Tommy tandis qu'Oliver est resté à New York pour purger sa peine. Pendant le transport, elle a fait une dernière tentative de tendre la main à Raymond, lui envoyant une lettre par le biais de son avocat. Raymond, la lettre lue, je sais que vous me détestez, et je comprends pourquoi, mais j'ai besoin que vous sachiez que j'aimais Emma à ma manière. Je l'aimais assez pour lui épargner une vie de souffrance. Je l'aimais assez pour la libérer de la douleur. Veuillez essayer de comprendre que tout ce que j'ai fait est venu de l'amour. Raymond a lu la lettre une fois, puis l'a brûlée. Il n'y avait aucun amour dans ce que Shalia avait fait, seulement l'égoïsme, la cupidité et un manque monstrueux d'empathie. Elle avait assassiné 2 enfants innocents et tenté de le justifier comme miséricorde. Lors du procès de Shalia en Californie, Raymond a témoigné de la vie d'Emma, à quel point elle avait été heureuse et pleine de joie malgré son handicap. Il a décrit ses rêves, ses œuvres d'art, son rire contagieux et son amour sans limite pour tout le monde autour d'elle. Emma ne souffrait pas, a-t-il déclaré au jury. Elle était en plein essor. Elle avait des amis, des passe-temps, des plans pour l'avenir. L'accusé n'a pas mis fin à sa souffrance. Elle a mis fin à sa vie parce qu'Emma n'était pas pratique pour ses plans. Le jury californien a pris encore moins de temps que le jury de New York. Shalia a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré et condamnée à mort. Le jour de sa condamnation, les journalistes ont demandé à Raymond s'il assisterait à son exécution alors qu'il avait finalement eu lieu. Non, dit-il fermement. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir là-bas. Elle m'a enlevé ma fille, mais je ne la laisserai pas prendre plus de temps ou d'énergie. Emma mérite mieux que ça. Et le pardon ? Un journaliste pressé. Ne pensez-vous pas que les gens peuvent changer ? Qu'il y a toujours de l'espoir pour la rédemption. L'expression de Raymond a été sculptée à partir de granit. Certaines personnes perdent leur droit au pardon lorsqu'ils franchissent certaines lignes. Le meurtre d'enfants est l'une de ces lignes. Shalia Sanders et Oliver Fizet ont fait leur choix et maintenant ils doivent vivre avec les conséquences pour le reste de leur vie. Qu'en est-il de la coopération d'Oliver dans l'exposition d'autres crimes ? Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose ? La coopération d'Oliver était autoservice. Il n'a parlé que lorsqu'il a réalisé qu'il descendait de toute façon. Une personne vraiment âgée de remords se serait manifestée avant d'être pris. Aurait empêché le cas de Tommy d'être oublié. Au lieu de cela, il est resté silencieux pendant 7 ans tandis que Marcus Webb a pleuré pour un fils qu'il pensait décédé accidentellement. Alors que Raymond s'éloignait du palais de justice pour la dernière fois, il sentit le poids des 2 dernières années s'installer sur ses épaules. Emma était partie et rien ne la ramènerait jamais. Mais ces tueurs ne blesseraient jamais un autre enfant et 2 familles avaient finalement reçu la justice pour leur fils perdu. Raymond est retourné dans son entreprise de construction, se jetant au travail dans un but renouvelé. Il a créé la fondation Emma Sanders, fournissant un soutien et des ressources aux familles avec des enfants handicapés. Il a construit des terrains de jeu avec des équipements accessibles en fauteuil roulant, financé des recherches médicales et créé des programmes de bourse. Mais il ne s'est jamais remarié, n'a jamais eu d'autres enfants et n'a jamais parlé à aucun de ses anciens amis qui avaient douté de son innocence pendant les jours les plus sombres de son épreuve. Il avait appris que la trahison laissait des cicatrices qui ne soient jamais complètement guéries et que certaines relations, une fois brisées, ne pouvaient jamais être réparées. Raymond Sanders avait été un homme qui a construit les choses toute sa vie.
Mais la chose la plus importante qu'il ait jamais construite n'était pas un gratte-ciel ou un pont, c'était la justice pour sa fille. Et contrairement à ses autres constructions, celle-ci resterait éternellement. En sa mémoire, il ne pardonnerait jamais, n'oublierait jamais et ne ferait plus jamais confiance à personne avec les choses qu'il tenait le plus cher. Certaines structures une fois détruites étaient censées rester ainsi. C'est là que notre histoire touche à sa fin.